Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Francis Gingras, je suis le directeur du département des littératures de langue française. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce qui est ce soir une première, non pas une dernière, c'était hier le dernier cours de Michel, mais pour la première fois ce soir, on fait une leçon de clôture publique avec les collègues, les amis de Michel, qui sont réunis pour souligner les 45 ans de carrière de Michel, dont 27 à l'Université de Montréal dans ce département. Donc, je crois que ça mérite d'être souligné. Et pour ce faire, donc, Michel va prononcer une conférence intitulée « Le passé a-t-il un avenir ?» Et des amis ont accepté de le présenter. Et d'abord, Madame Lise Bissonnette, journaliste, auteure, ancienne directrice du Devoir, première présidente directrice générale de la Grande Bibliothèque, devenue sous sa gouverne Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mais surtout, et c'est à ce titre qu'elle est là ce soir, diplômée du département des littératures de langue française, avec une thèse soutenue en mars 2015 sous la direction de Michel Pirsens. Alors, Madame Bissonnette, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter Michel. Voilà, Monsieur Pirsens, cher ami, Monsieur le professeur. J'ai averti, j'ai dit à M. Gingras, je serai très personnel. Et alors, ça ne sera pas une thèse cette fois-là. Je participe donc à la leçon de clôture du professeur Michel Pirsens en ma qualité d'ancienne étudiante. Et je suis justement assez ancienne en âge pour raconter des pans de ma vie. Alors voici comment, en un temps très éloigné, s'est amorcé le trajet qui m'a amené dans sa classe et a donné enfin forme à un projet qui était devenu tout à fait improbable. C'est une histoire d'accès au savoir que je vous livrerai. C'est une salutation, je n'essaie même pas de dire que c'est de l'épistémocritique, mais toute petite parenté quand même, puisque c'est une histoire d'accès au savoir, justement. Et vous en jugerez. Alors, dans un court ouvrage d'autobiographie littéraire qui date de plusieurs années, j'ai déjà évoqué le jour précis où, j'avais 15 ans, au terme d'une classe de versification, ma mère m'a prié de me résigner à bifurquer vers des études pédagogiques. À Rouen, je suis née à Rouen, j'y étais, la poursuite du cours classique n'était pas offerte aux filles. Je n'ai pas regimbé, vous serez surpris, mais j'étais une enfant plutôt docile. Mais je me souviens de ma déception, elle demeure à ce jour indélébile. Même à 650 km de Montréal, on disait 400 000 à l'époque, je devinais que des portes s'ouvraient, qu'il existait une telle chose que des universités où des filles pouvaient s'inscrire, et je savais que le Sésame, le bac SR, en était la seule clé. L'université, pour ma mère qui était pourtant si attentive à notre réussite scolaire, c'était une utopie.
Pour moi, c'était déjà le rêve entre tous. Je ne me destinais à aucune vocation particulière, je voulais me rendre à l'université, m'asseoir sur ses bancs, écouter des sommités, m'imposer tous les examens et obtenir un diplôme quel qu'il soit. 6e d'une fratrie de 7 enfants, j'étais virtuellement, ce que le ministère de l'Enseignement supérieur nomme aujourd'hui, avec un peu de condescendance, vous en conviendrez, une future étudiante de première génération. Les choses donc se présentaient plutôt mal. Elles n'ont toutefois pas été si difficiles. J'ai été mise en pension à l'École normale de Hull, qui offrait un des premiers baccalauréats en pédagogie. J'ai vécu les 4 années suivantes comme un passage propédeutique à de plus hautes études. C'est là, très précisément, que s'est forgée en moi une idée de l'université derrière laquelle je n'ai cessé de courir toute ma vie adulte. Au couvent, nous apprenions une littérature lourdement censurée, mais je récupérais les textes originaux à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Il faut que ça serve à quelque chose, Ottawa. Nous récitions les leçons de philosophie thomiste comme des réponses de catéchisme. Il fallait vraiment les apprendre par cœur. Mais un aumônier un peu compatissant me prêtait des ouvrages d'initiation à Platon ou à Rousseau. Nous ne recevions aucun cours d'histoire universelle, mais la bibliothèque très catholique de l'école proposait tout pays, bien sûr, et je m'échinais à faire semblant de comprendre ses écrits sur l'affaire Dreyfus. Je n'avais aucune idée du problème franco-allemand. Autrement dit, je me prenais pour une intellectuelle, et une intellectuelle, cela va sans dire, devait aller à l'université. J'y suis allée par mes propres moyens. J'avais un bac en pédagogie, j'ai enseigné. La faculté que je fréquentais venait d'être créée et dans l'environnement de notre université sur la montagne, elle était située au pied de la colline et faisait figure de cousine pauvre admise au salon de l'aristocratie. Je ne suis pas très sûre que les choses ont beaucoup changé depuis pour la faculté des sciences de l'éducation. Je n'arrivais pas à me convaincre que je me trouvais vraiment à l'université, que j'allais m'initier à des connaissances incompréhensibles au commun des mortels, que j'entrais dans le cercle des érudits. Ces 3 années auraient ressemblé à une autre propédeutique vers l'impossible rêve si je n'avais été inscrite à une mineure en éducation comparée qui me propulsa vers l'analyse sociopolitique des systèmes d'éducation et notamment des systèmes d'enseignement supérieur. Tout est dans tout. J'obtenais la preuve que l'idée d'université n'était pas une chimère et que je pourrais, en persévérant, m'inscrire dans une de ces grandes institutions dont le moine Abélard ou le cardinal Newman avaient incarné l'exigence et la hauteur. J'obtins les bourses nécessaires pour me rendre en France, je fus directement inscrite au doctorat et j'entrepris de préparer une thèse sur quoi? Sur l'idée d'université, telle qu'elle se déclinait alors, des plus classiques aux plus révolutionnaires. Je vous rappelle, nous étions en 1968-1969 au Québec. L'UQAM voyait le jour et lançait le réseau de l'Université du Québec. Hélas, ce fut encore laborieux. Mon premier directeur de thèse, c'est pour ça que je vais arriver à lui, là, mon premier directeur de thèse à Strasbourg, vous allez reconnaître certaines expériences que vous avez connues, était de ceux qui s'attendent à ce que leurs disciples contribuent à leur gloire en assumant une partie d'une recherche qu'ils entendent signer. Il voulut me rediriger en sémiologie, dont la mode gagnait les facultés d'éducation. J'y étais allergique. Je me sauvai à Paris l'année suivante, où, cette fois à l'École pratique des hautes études, j'ai eu le privilège d'un directeur dûment célèbre en éducation comparée, qui a lu le sommaire de mon projet avec une certaine bienveillance, qui m'a laissé libre d'assister ou non à ces séminaires et m'a suggéré de prendre un rendez-vous dans 6 mois. Ma thèse, vous reconnaissez là, vous en avez connu des comme ça. Ma thèse inachevée, j'en possède encore le manuscrit, a au moins le mérite de témoigner de ma fixation. J'y suis restée fidèle. Mon premier emploi à l'UQAM a fait de moi une agente de recherche institutionnelle et m'a amené à rédiger le texte fondateur de l'université. Pour ceux de l'UQAM qui sont ici, peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est vraiment, ça a vraiment été ma rédaction. Et le reste de ma réflexion sur le même sujet s'est écrit sans désemparer, sans désarmer, en page éditoriale du Devoir, avant de s'incarner autant que possible dans mon engagement à la présidence du Conseil de l'Université du Québec à Montréal. Je me permets ce long préambule pour que vous sachiez d'où je venais, quand, en 2010, je me suis inscrite au doctorat sous la supervision de Michel Pearsens. J'ai toujours espéré de l'université autre chose que ce qu'en disent les discours fonctionnels, dominants hier comme aujourd'hui.
En quittant la vie dite active au moment de la retraite, j'ai repris un fil auquel je n'avais jamais renoncé, celui de la connaissance pour la connaissance, aussi désirable que celui de l'art pour l'art, et le hasard a mis sur ma route la personne qui ne doutait pas de la pertinence de ce projet, qui ne m'a jamais posé de questions sur son utilité, et qui l'a rendu possible comme si cela allait de soi. Naviguant en Internet, j'avais abouti, je lisais un article sur Edmond Rostand, j'avais abouti au site de la revue française Histoire littéraire, que vous connaissez bien puisque vous êtes des amis de Michel Pearsens, à laquelle je voulus aussitôt avoir accès. Je suis un petit peu collectionneuse. Alors, l'adresse du co-directeur, c'était une adresse courriel umontréal.ca. Je le connaissais de nom seulement, je me dis, je vais lui écrire. Le reste s'est décidé entre ce courrier, une rencontre chez Olivieri au café, et son adoption immédiate de mon projet, à première vue plutôt insensé, d'étudier l'œuvre du parfait méconnu qui était Maurice Sand. Vous savez, c'est le fils de Georges. Comble de chance, cette année-là, Michel Pearsens assumait au département la charge du séminaire de doctorat. Durant les 5 années suivantes, j'ai fréquenté l'enseignement universitaire que j'avais tant attendu. Que souhaite une doctorante? J'avais eu le temps d'y réfléchir, vous en conviendrez. 3 grandes exigences me viennent en tête. Premièrement, un encadrement personnel qui ne soit pas une instrumentalisation de nos travaux ou un éteignoir de nos aspirations. Deuxièmement, un enseignement qui exige un effort intellectuel majeur et sans compromis. Troisièmement, un accompagnement de recherche fait de science et de constance pour que l'abandon ne soit jamais une option. Tel a été mon heureux parcours. J'avais vraiment besoin d'encadrement. Malgré les apparences, mon approche du travail est très inconstante. Et ma préparation littéraire préalable tenait uniquement à ma culture personnelle ainsi qu'à ma pratique d'écriture. Le département, je le souligne ici, avait été bien aimable de m'admettre, mais j'avais le profil d'une amateur. Comment préparer une thèse en histoire culturelle et en histoire littéraire en ignorant les notions de base de ces disciplines? Oh là, Micheline Cambron dans la salle. Nous avons ensemble, Michel Pearsens et moi, transformé l'autodidactisme en parcours universitaire, lecture incessante à l'appui, et c'était d'autant plus facile que mon professeur connaissait toutes les sommités du domaine. Qui plus est, croyez-moi, il s'est mis à s'intéresser à Maurice Sand, qui eut ainsi la chance de prendre une place dans la galerie de Minorès, aux œuvres desquelles Michel Pearsens s'intéresse vraiment, en spécialiste de la marge, vous le savez, qui leur fait aussi la chasse dans les librairies anciennes, comme dans les marchés aux puces. On en connaît quelques-uns en commun. Un directeur de recherche n'a pas l'obligation de partager les manies de ses protégés. Je fréquente depuis longtemps ces lieux, mais ce tutorat a été aussi une véritable complicité qui m'a amené à assister au très célèbre colloque des Invalides et à contribuer à la revue Histoire littéraire, dont je possède désormais, cela va de soi, la collection complète. Quant à l'enseignement formel, il ressemblait vraiment à l'obsessive idée que je m'en faisais. Je crois n'avoir jamais été absente d'un séminaire, je crois. Je me souviens comme si c'était hier du soir où il nous a demandé, nous étions une petite dizaine, de lui proposer la semaine suivante, entre guillemets, un concept qui pourrait servir de vecteur à nos recherches. Un concept, disait-il, ce n'est pas une simple idée, tiens donc, mais bien une construction intellectuelle. J'étais terrorisée, et je crois que je n'étais pas la seule à l'être. Paresseusement, au début, je me suis plongée dans les seules œuvres théoriques qui m'avaient autrefois retenue, celle de Georges Lapassade, que les gens de l'UQAM le connaissent bien, sur l'analyse institutionnelle. Georges Lapassade s'appuyait en partie sur la transversalité psychanalytique pour décoder les universités. J'ai alors bricolé un regard sur Maurice Sand qui relèverait d'un concept transversal. Moment capital. Ma thèse, soutenue en 2015, s'intitule partiellement, vous verrez, hein, on a bien travaillé, la transversalité brisant d'une œuvre au 19e siècle. C'est donc dans cet environnement que j'ai commencé à maîtriser mon sujet et à affiner mes méthodes, chose d'autant plus nécessaire que je n'en possédais pas. L'infinie richesse des bases de données numériques, c'est grâce à ce séminaire que je m'y suis apprivoisée, ainsi qu'à la façon de les parcourir sans s'égarer. J'ai salué plus haut la complicité, il me faut ici saluer la fraternité. Nos exposés successifs sur nos sujets de recherche étaient
pour moi des enchantements, même quand le labeur et l'hésitation les marquaient. Où ailleurs aurais-je fréquenté ensemble Samy Tchak, Hélène Sixous, Christophe Tarkos, les voyageuses québécoises au 19e siècle, les librettistes scripteurs en bas latin, la mise en scène chez Denis Marleau, l'inversion de la pensée de Louis-Ferdinand Céline. Telle est l'infinie abondance du savoir, qui est aussi l'obligation de l'université. Tout comme l'est, on l'oublie trop souvent, la bienveillance à l'égard de ceux qui apprennent. Jamais nos balbutiements ou nos propos confus n'ont été relevés autrement qu'avec empathie, volonté de donner courage. On sait que le désordre, entre guillemets, est pour Michel Pearsens un moteur intellectuel. Nous apprenions à nous y appuyer sans crainte. Enfin, j'ai trouvé en lui un vrai directeur de recherche au sens orienteur du terme. Suggérer des pistes, redresser une erreur de perspective, prévenir les naufrages quand tout s'en mêle et rien ne se forme, tel a été son rapport à mes travaux. Je n'attendais pas longtemps sa réaction à mes envois et sa lecture était entièrement attentive. Il est vrai que j'avais affaire à un chercheur. En travaillant sur la théorie littéraire moderne, qui a bouleversé, entre autres, les études sandiennes à la fin du 20e siècle, j'ai lu l'ouvrage de Vincent Kaufmann intitulé « La faute à Mallarmé », vous savez, la grande aventure de la théorie littéraire, où on trouve justement un entretien avec Michel Pearsens. Et j'ai pris la mesure de son itinéraire et de sa contribution à ce qu'on appelait la French Theory, tissage de France-Amérique, devenu pour nous un acquis, alors qu'il fut un tournant, un renversement, une histoire parfois épique. Je crois que la plupart de ces étudiants qui profitent de ces séminaires spécialisés, toujours enrichis d'invités de marque, ne sont pas tous conscients de la continuité d'un parcours qui ne s'est jamais relâché et qui, j'en suis certaine, ne prendra pas fin, malgré ce discours de clôture. Enfin, je ne saurais oublier, en le remerciant, la magie qu'est la sienne quand vient le temps de planifier l'examen de synthèse et la soutenance de thèse. Ce sont des épreuves terrifiantes entre toutes sur Terre, nous le savons, mais je n'ai jamais eu à me soucier du jour, de l'heure, de l'endroit et de la composition prestigieuse de jury qui acceptait ces invitations comme si ce lourd travail allait de soi. Je n'ai pas survécu à ce voyage un peu insensé, je l'ai vécu pleinement. Il se poursuit d'ailleurs sur la lancée de ma thèse. Au bout du compte, j'avais raison à 15 ans. L'idée d'université peut s'incarner. Je salue avec reconnaissance celui qui a si bien consolidé et enrichi ma conviction. Merci. Merci beaucoup, Madame Bissonnette. On l'a dit, Michel est un représentant de l'université en général, de plusieurs universités. La présence dans cette salle de collègues de l'université McGill, de l'UQAM, de l'université d'Ottawa en témoigne. Il a un long parcours, mais il a aussi ces 27 années que j'évoquais tout à l'heure dans notre département, où il a joué un rôle important. Et pour terminer cette présentation, il me semblait naturel qu'une collègue nous le présente un peu à son tour. Et j'ai demandé à Andrea Oberhuber, professeure titulaire au département, spécialiste de l'écriture des femmes et des avant-gardes, qui a beaucoup collaboré avec Michel Pearsens, donc de nous le présenter à son tour. Très bien. Alors, merci beaucoup tout d'abord à Francis, notre directeur, de m'avoir sollicité pour ce bref discours de laudatio. Donc j'ai reçu très précisément 2 consignes pour le préparer. Une fois que Francis m'a remercié d'accepter, ce que j'ai vraiment fait avec grand plaisir pour Michel Pearsens, donc en tant que collègue, et Michel en tant qu'ami. Donc la consigne disait très précisément pas plus que 10 minutes. Et puis je vais d'ailleurs me chronométrer tout de suite pour ne pas dépasser cette consigne-là. Et la deuxième consigne, je l'ai reçue de Michel lui-même, qui me disait, en prenant un air grave à la François Hollande, quand il a su que j'allais parler de lui devant vous, donc collègues et amis, étudiantes et étudiants,
qui est venu l'écouter prononcer sa conférence de clôture. Donc il me disait sur cette, de cet air solennel, en fait, pas de solennité, Andrea. Surtout pas de solennité. Soit, messieurs, parce que j'ai reçu les consignes des deux, mais que retenir alors en 10 minutes d'un collègue qui a 59 années de carrière universitaire à son compte, si j'inclus dans ce décompte-là les années que Michel a passées à l'université d'Aix-en-Provence, où il a commencé en tant que chargé de cours. Et je te promets, il n'y a pas d'autres dates ni d'autres chiffres que je mentionne ici. Je rappelle tout simplement au passage qu'il a travaillé à l'université du Wisconsin à Madison, à l'université du Michigan et à l'UQAM. Oui, Michel, c'est un ancien UQAMien. Et il a ensuite été engagé à l'université de Montréal, tu l'as rappelé Francis, en 90. Donc que dire en 10 minutes? J'ai alors opté pour un portrait par touche pointilliste qui sera fragmentaire par la force des choses. Je soulignerai juste les aspects de sa personnalité, de son parcours universitaire par lesquels il m'a marqué, ou il nous a marqué d'une manière ou d'une autre. Donc, touche pointilliste, ai-je dit, 5 touches. Première touche, première rencontre à l'Université de Montréal, allons prendre un café. Septembre 2001, année de mon embauche au département, Michel revient d'un congé sabbatique. Il n'avait donc pas été présent lors de mon embauche, ni des autres auditions, et il m'invite à aller prendre un café en bas à la petite cafétéria, qui s'est beaucoup améliorée depuis. Là, vous voyez un peu l'ancien genre. Et il me lance sur le ton enjoué qu'on lui connaît. Racontez-moi tout sur vous. C'est ce tout qui m'a légèrement déstabilisée, car comment raconter tout à un parfait inconnu, même si c'est un collègue? J'ai compris rapidement que le tout était une devise de Michel. Il fallait tout essayer, tout lire, avoir vu toutes les expositions, explorer toute la ville en long et en large, à pied ou en bicyclette. Bref, avec lui, il était toujours question de tout savoir. Deuxième touche, Michel Piersens, 19e-iste, comme on dit dans le jargon universitaire. Le tout savoir et son rapport à la vie littéraire, à la peinture, à la photographie, à la musique, notamment l'opéra, et au salon du XIXe siècle. Il a cofondé avec Jean-Jacques Lefrère le colloque des Invalides, véritable réincarnation des salons XIXe siècle. Mais il a également cofondé, Lise Bissonnette les a mentionné tout à l'heure, un certain nombre de revues, dont Substance, Épistémocritique et Histoire littéraire, dont vous possédez donc toute la collection, et c'est merveilleux, tout le monde devrait les avoir. Les plus récentes recherches concernaient, ou concernent toujours, du moins en partie, les savoirs des femmes, synonyme de continent noir, comme disait l'autre. En matière du XIXe siècle, et ça s'applique également à de larges pans du XXe siècle, Michel est incollable. Posez-lui une question, il aura une réponse. Si le jeu Question pour un champion existait pour le XIXe siècle, tu serais le gagnant, Michel, j'en suis sûre. Troisième touche, le lecteur. Tout cela s'applique, ou s'explique plutôt, parce que Michel lit tout le temps. Josette, sa femme, me l'a confirmé. Au cours des années, regardez cette image en noir et blanc, c'est bien lui, Michel, jeune, lisant. Au cours de ces années-là, sa boulimie de lecteur n'a pas changé. Et s'il ne lit pas, il corrige des épreuves, des thèses ou des copies d'étudiants, ce qui est une autre manière de lire. Quatrième touche, le bibliophile. Depuis que je le connais, il court les salons de livres anciens à Montréal et à Paris, tout comme il est au courant des ventes aux enchères sur Internet. Il poste les annonces sur Twitter et stimule ainsi la bibliophilie chez ceux et celles qui le suivent. Les bibliothèques, que ce soit son bureau à l'université, qu'il devra bientôt vider, dans la maison montréalaise ou dans les 2 appartements parisiens,
regorge de trésors, de livres rares et d'éditions spéciales, placés parfois un peu n'importe comment, mais surtout jusqu'au plafond. Donc il n'y a pas d'espace qui reste libre. Je crois savoir que tu as traqué ces derniers temps, Michel, une édition originale des Chants de Mal d'Aurore. As-tu réussi à te... J'attendais de nouvelles. Ok. Alors peut-être que ta prime de retraite te permettra de l'acheter. 5e et dernière touche pointilliste, Michel Kersens, futur gentleman farmer. Je me demande si la décision de prendre sa retraite en 2017 ne s'explique pas tout simplement par un manque d'espace. Ne serait-ce pas parce que tu ne sais plus où entreposer tous ces livres rassemblés au fil de ta carrière, entre la France, les États-Unis et le Québec, qu'avec Josette, vous avez acheté le domaine des Bernardines en Touraine. C'est sans doute un lieu idéal pour réunir les multiples bibliothèques et les rendre accessibles au public, comme tu souhaites le faire, donc dans un de ces beaux bâtiments-là du 19e siècle, mais qui ont besoin d'être restaurés, d'après ce que j'ai compris. Pas de solennité, m'as-tu ordonné? Entendu, ai-je dit. Mais là, pendant les 30 dernières secondes de mon speech, c'est moi qui commande. Permets-moi de te dire, mon cher Michel, au moins une chose sur un ton mi-solennel, peut-être plutôt un peu sentimental ou un peu amical surtout. Je suis très heureuse que le hasard de la vie et de nos errances respectives a fait se croiser nos chemins à l'Université de Montréal. C'est grâce à nos discussions, à nos échanges durant 16 ans, grâce à notre collaboration au sein du groupe de recherche Savoir des femmes, que tu nous as amenés, je pense également aux étudiants des séminaires, à explorer ce que tu as appelé dans le titre de ton tout dernier séminaire ici, l'inconnu. L'inconnu du 19e siècle, celui du passé donc, est en train de devenir l'inconnu de l'avenir qui s'ouvre devant toi. Mais non, ce n'est pas une raison pour se tirer une balle dans la tête. C'est vraiment un des gestes que j'associe éternellement à Michel. Nous sommes nombreux, tu sais, à t'envier de ce qui t'attend. Si j'avais un verre, mais c'est juste une question de temps, n'est-ce pas, monsieur le directeur, je le lèverais pour dire à toi, à défaut de champagne, je dis tout simplement à toi de prendre la parole. Je suis accablé, confondu par tout ce que j'ai entendu, c'est une surprise, bien entendu. Et puis là, j'entends des choses qui ne me ressemblent pas, mais tant mieux. Au fond, si une image se construit comme ça, pourquoi pas, j'essaierai, puisque maintenant je vais avoir du temps, j'essaierai de m'y conformer le plus possible. Alors merci à tous d'avoir sacrifié de manière inattendue pour moi, d'avoir sacrifié des meilleures heures du vendredi après-midi, mais bon, je sais aussi que vous avez été attirés par les libations possibles, donc mes illusions sont modérées et tempérées, voilà, ne vous en faites pas. En tout cas, merci de vous être déplacés pour m'accompagner vers la sortie. Tout à fait sympathique. Alors on peut toujours s'interroger, si j'étais un peu paranoïaque, je me poserais des questions, peut-être que vous êtes soulagé et que vous dites, il était temps. Voilà. Alors, bon, c'est peut-être quelque chose que je devrais me dire aussi. En tout cas, d'abord, merci à Lise, bien entendu, qui a dit des choses adorables. Et puis, en partie fausses, ça va de soi, parce qu'il est évident, vous la connaissez tous, que c'est l'étudiante de doctorat de rêve. Je vous souhaite à tous, mes collègues, d'avoir des doctorantes comme Lise, qui travaillent de manière formidable sur une multitude de choses très importante, mais qui considère sa thèse, au fond, comme la plus importante, malgré tout. Et tout ceci ayant débouché sur un livre que je vous encourage à lire, qui a été publié par les presses de l'Université de Montréal, puis par les PUF. Voilà. Donc c'est un très beau modèle de travail de doctorant, aboutissant à quelque chose qui est du savoir mis à la disposition de tous. Et je crois que nous sommes là pour ça.
Merci à Andrea, bien entendu, là, qui a trahi toute une série de choses. Et encore une fois, je ne sais pas où elle est allée les prendre, mais elle aussi, elle a une dimension idéale. C'est la voisine de bureau idéale. On est tout à côté dans les bureaux. Et vous savez comme moi que les bureaux, ça peut être quelque chose d'assez épouvantable, avec des portes fermées, des collègues qui disparaissent, ou on ne sait pas. Mais non, avec Andrea, elle est là. Et il y a toujours la possibilité de discuter, de bavarder, de ne pas être d'accord parfois, et d'échanger des informations sur les choses qu'il faut lire, parfois qu'il ne faut pas lire, ou qu'il vaudrait mieux ne pas lire. Alors je remercie aussi, avant de commencer à vous parler un petit peu de mes élucubrations, merci évidemment Francis, qui a eu cette idée que j'ai trouvée d'abord très mauvaise, parce que en mode idéal, c'est plutôt, quand quelque chose se termine, de dire, voilà, c'est fini, au revoir, c'était sympa, et puis on passe à autre chose. Mais non, donc il a argumenté un petit peu, et puis alors il a fini par me convaincre. Alors, il se trouve que je suis quand même resté un peu 68ard, en tout cas assez 68ard, pour avoir gardé toujours assez peu d'affection pour tout ce qui est solennité, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je suis aussi en même temps suffisamment 68ard pour être sensible à l'un des arguments qu'a utilisé Francis, c'est que la vie universitaire a connu, vous le savez tous, peut-être vous allez le déplorer comme moi, la vie universitaire a connu depuis donc, le passé bien lointain des années 60 qu'on a évoqué, et tous ceux qui ont connu cette période vous le diront, cette vie universitaire a connu un déclin constant, je crois qu'on peut le dire de manière très objective, déclin constant de la convivialité et du débat collectif. Ce sont des choses qui ont à peu près disparu. Alors les assemblées départementales, malgré leur charme, on ne peut pas dire qu'elles se substituent très efficacement à ça, même si on y débat beaucoup. Alors ce déclin, cet évanouissement curieux du désir de changer de monde tout de suite, que nous avions connu dans les années 60, je l'ai trop souvent regretté pour justement ne pas accepter de me livrer un moment à un exercice qui ressemble un petit peu à ce qui se passait dans les assemblées générales d'autrefois, où on commençait à parler et personne ne pouvait vous arracher la parole. Voilà. Alors, et pour reprendre justement l'un des slogans fameux de mai 68, c'est d'actes, des mots. Assez d'actes, des mots. Je vous recommande ce slogan. Alors d'abord, je vais faire quelques rappels inévitables. Je vais redire 2 ou 3 choses. Là, je suis désolé, mais évidemment, je suis amené à faire un petit retour en arrière. Mais je voudrais quand même vous dire que lorsque j'ai débarqué à l'Université de Montréal, pour la première fois en 1966, comme étudiant d'échange, j'avais été accueilli au département qui était alors le département d'études françaises, j'étais accueilli par son premier directeur, Bernard Regnault, que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors évidemment, je ne savais pas que je reviendrais à ce département un quart de siècle plus tard, et que j'y serais encore un nombre considérable d'années après ce premier séjour, après avoir d'ailleurs un moment succédé à Bernard. Alors, comme nous tous, j'ai fait entre-temps, bien sûr, des tas de voyages, des allers-retours nombreux. J'ai connu, on l'a rappelé, d'autres universités, où j'ai enseigné des choses très variées. Alors ça, je vous le dis juste pour le pittoresque de la chose. Par exemple, la pensée marxiste dans la littérature à l'Université de Provence. Ça, je suis encore imbattable sur Marx, Bernstein. Je pense que ça fera plaisir à Marc qui est là-bas. Voilà. Nous avons eu beaucoup de discussions sur des sujets de ce genre. Bon, j'ai enseigné, bien sûr, la subversion, la manière de bataille, là, cette fois-ci, à l'Université du Wisconsin, à Madison, ce qui était un peu paradoxal parce que j'ai été coopérant militaire. Même si je n'ai jamais porté l'uniforme, mais c'était en plein pendant la guerre du Vietnam, ça signifiait quelque chose.
Et puis j'ai enseigné la déconstruction, comme il le fallait, à l'Université du Michigan à Ann Arbor. J'ai aussi fait, en tant qu'invité, l'expérience de beaucoup de lieux académiques très divers. J'étais à l'Université de Washington à Seattle, j'étais à l'Université de Californie à La Jolla, à Harvard, à l'UQAM, qui m'a laissé d'excellents souvenirs, de bons amis, certains sont là. Et puis Paris 3, Paris 8, etc. Bon, beaucoup d'autres endroits également, brièvement, où j'ai été, là je fais allusion à la culture des médiévistes, j'étais une sorte de clair-vagant, c'est juste l'expression, un clair-vagant, comme on disait au Moyen-Âge. Mais ce sont certainement les 2 premières années que j'ai passées à Montréal qui m'ont marqué définitivement, ou le plus définitivement. Comment est-ce qu'on pourrait oublier ce qu'a été la fièvre de l'Expo 67 ? Par exemple, j'étais là à l'inauguration, également dans la foule, lorsque le premier métro a démarré, c'était tout à fait traumatisant. Comment oublier le discours, l'événement historique du discours de De Gaulle. J'y assisté également, y compris d'ailleurs, j'évoque ça rapidement, à l'Université de Montréal, puisque après le discours à l'Hôtel de Ville, il a fait un discours à l'Université de Montréal le jour suivant, et je veux dire que là c'était tout à fait fascinant, parce que il y avait les collègues les plus francophobes, et la francophobie était bien répandue à cette époque, les collègues les plus francophones ont hurlé unanimement la Marseillaise, et ça m'a fait vraiment quelque chose, on ne peut pas l'oublier. Parmi les choses inoubliables aussi, les événements culturels de cette époque. Entendre Pauline Julien aux Patriotes, c'est quelque chose. Fréquenter, je l'avais fait, le milieu artistique, les gens comme Inari, Peter Gaz, Boulet, etc. Sans oublier, bien sûr, la littérature qui se faisait, et j'étais là pour ça, puisque j'écrivais ce qui ne s'appelait pas un mémoire de maîtrise à l'époque, mais un diplôme d'études c'était quoi ? Oui, diplôme d'études supérieures, non pas encore, si, ou à peu près, vous voyez, j'ai oublié. En tout cas, donc, ça m'a permis de rencontrer à cette époque toutes sortes de personnages plus attachants les uns que les autres. Alors j'en rappelle quelques-uns, parmi les gens les plus sérieux, gens comme Michel Van Scaden, par exemple, que j'ai ensuite retrouvé, bien sûr, à l'UQAM, André Baudet, ça évoque certainement quelque chose pour beaucoup, et puis des personnages plus, je dirais, pataphysiques, Patrick Straham, bien sûr, qui est maintenant un monument national, ou presque, ceci en passant par un certain nombre de compatriotes expatriés, qui ne voulaient plus entendre parler de l'Europe aux anciens parapets, comme disait Rimbaud, mais qui étaient tous débordants d'idées. Alors je vois par exemple Bernard Lévy, qui était d'abord un performeur, et puis vous le connaissez maintenant comme journaliste, spécialiste d'art, etc. Certains connaissent Patrick Coppens aussi, probablement, le poète, bien sûr. Mino Bonan, peut-être que ça vous connaissez moins, un vidéaste de cette époque-là. Bref, je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie, bien qu'elle soit passionnante, vous avez vu avec les photos, mais pour vous faire une leçon. Alors, vous vous doutez bien que je mets ce mot entre guillemets. Ça va de soi. Je n'ai pas la prétention de vous faire la leçon en quoi que ce soit, c'est peut-être vous qui devriez me la faire, ni de vous apprendre quoi que ce soit, puisque nous sommes ici au milieu de gens savants, et collectivement nous représentons une sorte d'encyclopédie. Donc ce que je voudrais faire plutôt, c'est essayer de profiter de ce dernier moment après. Alors les calculs varient, 47 ans, 49 ans, 50 ans de métier, je ne sais pas, en tout cas pas loin d'un demi-siècle. Donc, et donc profitez de ce dernier moment où, je suis désolé, à nouveau, vous êtes forcé de m'écouter. Vous pouvez partir, pas comme les étudiants le font de plus en plus aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour essayer de réfléchir brièvement à ce qui m'a toujours préoccupé, et qui me préoccupera probablement encore un certain temps. Puisque j'ai eu la chance de survivre à Jean d'Ormesson, à Johnny Hallyday, j'ai peut-être encore un peu d'avenir. Donc je veux parler, là je vais devenir très sérieux, je veux parler d'un rapport étrange, d'un rapport fluctuant, qui fonde à la fois notre discipline, si c'est une discipline, alors là, on pourra en parler longuement, qui fonde à la fois notre discipline, les institutions qui abritent cette discipline, mais également, d'abord,
sans doute ce qui fait au sens fort notre raison d'être. C'est pour ça que nous sommes ici tous, c'est-à-dire la littérature elle-même. Notre objet qui est problématique toujours et qui a toujours une identité insaisissable. C'est pourquoi nous creusons pour essayer de savoir ce qu'elle est. Donc ce rapport que je mentionnais, ce rapport c'est celui fondamentalement, en tout cas celui sur lequel je vais me concentrer un petit peu, c'est celui du passé à l'avenir. D'où le titre, bien sûr, que j'ai essayé de donner à cette petite présentation. C'est un rapport qui est sans cesse rejoué sur le terrain d'un présent qui est lui-même fait d'une interrogation permanente. C'est d'ailleurs ce qui le rend tellement intéressant quand on veut bien l'interroger. Alors ce sujet qui a inspiré beaucoup de gens avant moi, c'est donc quelques brèves et modestes divagations, si j'ose pasticher Mallarmé, en espérant être un peu moins hermétique. Donc le passé, son étude, ce travail de désenfouissement qu'elle exige, le travail de reconstruction des textes, le travail d'interprétation en contexte, d'exhumation des auteurs, voilà ce qui était une évidence pour nos prédécesseurs depuis au moins 2 siècles. Il s'agissait des savants, il s'agissait de savants à la mode du XIXe siècle. C'est un terme que nous n'utilisons plus puisque nous sommes devenus des chercheurs. On pourrait s'interroger sur ce baptême ou cette façon de nous débaptiser pour nous rebaptiser autrement. Le but avant tout de ces savants, c'était de faire revivre ce qui avait disparu, ce qui était enseveli par l'histoire, ou tout simplement ce qu'on avait oublié. Le postulat était que seul le passé recomposé pouvait donner accès à la compréhension du présent, et donc contribuer à façonner un avenir intelligible et meilleur. Bon, vous connaissez la formule qui s'est déclinée de différentes façons. Le souci du passé était donc, en fait, un souci de l'avenir. Et pour l'avenir. L'histoire littéraire, je vais vous parler d'histoire littéraire, évidemment je vais ici plaider pour l'histoire littéraire, et plaider en particulier pour que mon département continue à faire une place à l'histoire littéraire. Je dis continue, je n'espère pas qu'elle se développe, mais au moins qu'elle continue. Donc, l'histoire littéraire, puisque c'était son nom, le nom de ce souci du rapport entre passé et avenir, l'histoire littéraire n'était pas du tout un passéisme, comme on l'avait dénoncé dans les années 60. Et ce n'était pas non plus un présentisme, d'ailleurs, peut-être, mais plus paradoxalement, au moins en apparence, c'était un futurisme. Voilà, quelque chose que l'on pourrait essayer de soutenir. C'est en effet que l'histoire littéraire confondait délibérément et de manière volontariste, très constructive, ce que les historiens d'aujourd'hui désignent comme des régimes d'historicité différents. Voilà, vous reconnaissez ici le concept de François Hartog. Ce travail patriotique, il y avait ce côté-là dans l'entreprise, ce travail patriotique auquel l'histoire littéraire se vouait, donc au moment où l'on voulait repenser les rapports des peuples aux langues et aux nations, ce travail était, techniquement parlant, tout à fait l'équivalent de ce que les archéologues appellent depuis pas mal de temps l'anastylose. Ça, c'est un terme que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est lorsque les archéologues réempilent des segments de colonnes effondrés pour reconstituer tel ou tel temple oublié. Donc l'anastylose. Je crois que ça désigne quelque chose de très profondément significatif dans notre démarche. Et c'est une démarche qui est pleine d'enseignements, que moi, donc, j'aime beaucoup l'archéologie, que je trouve tout à fait fascinante. Et elle m'a inspiré certaines réflexions sur ce que j'appelle provisoirement, mais depuis très très longtemps, l'instance des ruines. L'instance des ruines. Ça deviendra peut-être un jour un livre parmi tous les livres que j'ai promis de faire. Et si ces réflexions elles-mêmes ne restent pas définitivement à l'état de ruine, on verra. Pour revenir à la littérature et évoquer un auteur qui est évidemment fondamental, du côté de chez Swann, vous avez tous lu du côté de chez Swann, bien sûr, Proust évoque, vous en souvenez peut-être, le baromètre capucin qu'on consultait avant de partir en promenade.
je crois que nous avons tous aussi notre capucin qui va et vient au gré de notre météo intérieure. Et c'est ce qui fait le charme de nos investigations. Toujours est-il que le passé littéraire n'est au fond que fait que de cela. Là, je dis une évidence, c'est-à-dire des restes dispersés de manière aléatoire, des secta membra dont il faut deviner la forme du corps auquel ils ont été arrachés par le travail indifférent du temps. Dans ce registre, c'est Proust, toujours lui, qui décide meilleur maître. Le temps retrouvé, entre guillemets, ne l'est que parce qu'un travail s'est fait qui n'a de sens que dans le présent. Par accident, d'abord, on connaît tous les épisodes dans la recherche, d'abord par accident, comme un don qui est venu, on ne sait pas comment, mais qu'il faut ensuite transformer en savoir. Le passé n'est qu'un amas désordonné de choses mortes, aussi longtemps qu'un être ignoré de notre moi présent, mais en nous, formidablement multiple et actif, le ramène à la vie et le réordonne. Rapport du désordre à l'ordre, vous l'entendez. Ainsi surgissent les formes qui le font nôtre, ce passé, en nous le rendant intelligible. Je ne vais pas développer cet aspect-là, mais ça me paraît très important. Matériellement parlant, de manière donc moins métaphysique, le passé est avant tout une bibliothèque. C'est avant tout un dépôt d'archives. C'est pourquoi il faut célébrer et soutenir, là, c'est presque un programme politique, il faut soutenir nos bibliothèques locales. Célébrer des entreprises comme celle qu'a menée Lise de manière aussi formidable, la création de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Parallèlement, il faut aussi déplorer le démantèlement d'un nombre effarant de bibliothèques publiques et privées au Québec depuis quelques dizaines d'années. Vous savez, les bibliothèques des anciens séminaires qui ont fermé, les bibliothèques comme celle de l'Institut Fraser il n'y a pas très longtemps, dispersées. Non, comme autrefois la bibliothèque de Victor Morin, qui a été un personnage clé de la société et de la culture au Québec pendant le 1er XXe siècle. Alors, c'était aussi un grand collectionneur, Victor Morin, et je vous signale qu'il y a toujours en ce moment une excellente exposition aux collections spéciales de l'université où vous pourrez découvrir des facettes tout à fait passionnantes de ce personnage. Alors heureusement, on l'a évoqué aussi un petit peu, il existe à côté de tout cet aspect plutôt regrettable de ce qui survient au livre au Québec, il existe aussi des libraires, des marchands de livres anciens qui permettent de sauver quelques précieux débris, parfois tout à fait surprenants. Alors je ne vous dirai pas tout ce que j'ai trouvé dans des cartons où il y avait toutes sortes de choses, vous seriez très jaloux. Mais donc je vous renvoie à des libraires comme quelques-uns, vous les fréquentez aussi probablement, certains comme François Côté, Bruno Lalonde, Michel Lefebvre. Il y avait Richard Gingras, mais vous savez, il est mort il y a quelques jours, hélas. Alors, j'ai utilisé tout à l'heure quelques mots latins. Je vais essayer de faire plaisir aux latinistes parmi nous. Donc c'est pas tout à fait par hasard que j'utilise ces mots latins, mais c'est parce que le latin lui-même, qui remuait encore pendant les lointaines, longues années où je l'ai étudié, j'ai même été prof de latin, le latin a à peu près disparu des enseignements littéraires. Et évidemment, je ne parle pas du grec, c'est une cause quasiment désespérée. Alors ceci, ce n'est pas tout à fait une digression quand même. Et je m'interroge toujours, comment nos étudiants peuvent-ils saisir certains aspects cruciaux des textes anciens, et même de beaucoup de textes modernes, voire très modernes, sans avoir au moins une teinture des langues anciennes? Comment faire en sorte, pour ceux qui vont nous succéder, qui vont nous suivre, que ce passé qui nous a enseigné tant de choses devenues apparemment inutiles, reviennent les accompagner, malgré tout, de manière féconde, dans leur propre avenir. Alors il y a, heureusement, donc je dirais, des Gabriele, comme ça, pour maintenir le flambeau, Francis, d'autres. Et je sais bien aussi qu'en lisant Derrida, Deleuze, etc.,
nos étudiants, Foucault, ainsi de suite, nos étudiants vont bien rattraper quelque chose. Quand même, hein, beaucoup ont une formation de latinisme par la lecture des philosophes contemporains. Même chose d'ailleurs pour l'allemand, par exemple. Hein. Puisqu'on ne saurait pas parler, là je parle des philosophes, on ne saurait pas parler de littérature, je crois, sans se référer de temps en temps aux philosophes qui sont plus soucieux que nous des arrière-plans philologiques de leur discours. Hein, il faut le reconnaître. Bon, je n'y insiste pas. Bref, vous comprenez que les questions qui se posent à l'égard du passé ne concernent pas seulement, je crois, les principes d'une espèce de muséification des restes. Ce n'est pas ça l'objet. Je ne suis pas en train de faire de la déploration. Ce sont des questions qui sont des questions vitales pour notre présent et pas du tout nostalgiques, mais en fait parfaitement prospectives. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Dans quelle sorte d'espace intellectuel disposer des restes que nous ne cessons d'exhumer? Est-ce qu'il faut leur attacher des prothèses? Vous reconnaissez toute l'aventure de la Vénus de Milo, à laquelle on a tenté de remettre des bras, bref. Est-ce qu'il faut repeindre ces restes comme justement les statues anciennes, qui étaient polychromes et puis qu'on ne voit que sans couleur? Alors, sur ce plan, je dois dire que je dois faire aussi un petit mea culpa personnel et collectif. Toutes ces prothèses là, que je viens d'évoquer, ces couleurs artificielles qui voudraient bien être naturelles mais n'y arrivent pas, elles ressemblent beaucoup aux théories dont ma génération a voulu rhabiller les textes. Voilà. Ce sont des théories qui sont aujourd'hui à peu près toutes abandonnées. Guise évoquait la sémiotique qu'elle a cultivée pendant un certain temps. Bon. Ce sont des théories qui sont à peu près toutes abandonnées aujourd'hui, mais un principe demeure, quelle que soit la survie ou la disparition des théories, je crois. Le passé n'est qu'un vaste cimetière si celui qui s'y aventure le fait sans le guide d'une théorie. Et je prends ici le mot dans un sens aussi large que possible. Comme beaucoup, y compris parmi nous ici, comme beaucoup, j'ai connu l'ivresse théoriciste du structuralisme à la grande époque. Ce qu'a parfaitement décrit Mme Vincent Kaufmann, comme elle a évoqué tout à l'heure. Donc la sémiotique, l'hubris déconstructionniste, le baroque lacanien dans sa grande période. Bref, si j'avais le courage de revoir ma propre bibliographie, en géologue du millefeuille de la French Theory qu'on a évoqué tout à l'heure, je retrouverai année après année des traces de tous ces enthousiasmes successifs et souvent contradictoires, bien entendu. Et d'abord en feuilletant, je le confesse, une revue comme Substance, la revue que j'ai donc fondée aux États-Unis il y a près d'un demi-siècle, et qui marche mieux que jamais. Là, je fais un peu de publicité, vous me pardonnez, et qui va être désormais, à partir de janvier, publié aux presses de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, après de longues années au Wisconsin. On y retrouverait, par exemple, le tout premier texte, tout premier essai traduit en anglais de la grammatologie de Derrida. Donc c'était un moment qui a été un moment assez important dans l'histoire de la French Theory. Bref, lorsqu'on faisait de la théorie de cette nature-là, il s'agissait, et là j'y reviens, il s'agissait avant tout de tuer une bonne fois pour toutes l'histoire littéraire. L'histoire littéraire qui était méprisée, qui était ridiculisée. Là, on s'en donnait à cœur joie pour dire à quel point c'était lamentable, l'histoire littéraire. Et pourtant, je ne vous apprends rien, ce cadavre réenterré 1000 fois se porte aujourd'hui mieux que jamais. Et la preuve en est, justement, parmi bien d'autres, que la revue évoquée, que j'ai fondée avec mon ami Jean-Jacques Lefrère, il y a 17 ans, sous ce titre, Histoire littéraire, au pluriel, ce qui fait quand même une nuance, mais je ne vais pas la développer. Cette revue se porte très bien. Je suis ravi que quelqu'un comme Lise soit une abonnée de longue date et la collection complète que vous pouvez lui emprunter, mais vous feriez mieux de vous abonner vous aussi. Bon. Alors, comment l'histoire littéraire est-elle parvenue à survivre à tout? Bon. Alors, je suis bien certain d'ailleurs qu'elle survivra
aussi à la fureur créationniste qui s'est emparée des jeunes étudiants, on en parlait en assemblée tout à l'heure, ces étudiants qui font aujourd'hui des études littéraires. Alors, notre département, comme beaucoup d'autres, s'efforce de servir cet enthousiasme, c'est un bel enthousiasme, mais sans laisser disparaître, du moins j'espère, toutes les autres façons de construire une connaissance de la littérature. Donc, quel est le secret de l'histoire littéraire pour avoir survécu? Pas comme un zombie, mais pour avoir vraiment survécu. La potion magique qui lui fait, à chaque tentative d'assassinat, retrouver la vie, quelle est-elle? Ce secret que je vous dévoile, mais ça n'en est pas un, c'est que l'histoire littéraire a toujours marché à la novation. À chaque proclamation de décès, qu'est-ce qu'a fait l'histoire littéraire? Au lieu de s'enfoncer dans la mélancolie, vous savez, dans la rengaine du « c'était mieux avant », ainsi de suite, elle a su aller au-devant des passions nouvelles. Et ces passions nouvelles, elle a su les mettre au service de la connaissance du passé pour en faire les moteurs du désir rétrospectif de savoir. Cette libido scienti, encore un peu de latin, toujours indifférente au temps, et pour laquelle le passé, le présent, l'avenir sont des proies identiquement appétissantes. Qu'est-ce que faisaient les érudits de la Renaissance quand ils saisissaient les nouvelles technologies de leur temps pour mieux éditer et comprendre les œuvres antiques? J'ai une édition de 1575 faite par Henri Étienne, texte grec et latin composé par lui. Voilà un travail formidable qui implique, Gabriele, un travail formidable qui implique bien sûr que cette fascination du passé que les Renaissants avaient ne pouvait s'accomplir que par la création de nouveaux instruments, donc de nouvelles technologies. Et il mettait en œuvre l'approfondissement, disons de cette période, il mettait en œuvre l'approfondissement et le renouvellement linguistique, il mettait à l'apprentissage, et il se mettait à l'apprentissage, en particulier, je viens de le dire, des techniques d'impression. C'était bien fondre de la théorie, de la pratique, de la technique et des savoirs de pointe. Donc les philologues, les historiens d'avant-garde du XIXe siècle, en un certain sens, ont fait exactement la même chose. Donc les grands fondateurs de l'histoire littéraire moderne. Sainte-Beuve, encore du latin, Horresco Referens. Sainte-Beuve était d'avant-garde quand il éditait la galerie des grands écrivains français, ce qu'il avait tiré des causeries du lundi et des portraits littéraires en 1870. Peut-être plus encore que Sainte-Beuve, quelqu'un comme Adolphe Régnier, totalement oublié, avec sa collection des grands écrivains de la France chez Hachette, a été un édificateur. Donc c'est quelqu'un d'important qui a été le prédécesseur d'Antoine Compagnon au Collège de France. Alors, je ne sais pas si ça annonce quelque chose quant à la postérité d'Antoine Compagnon, mais en tout cas, Adolphe Régnier, on ne sait plus qui il est. Et que dire de Lançon, Lançon, il fallait que je prononce son nom. Lançon, aujourd'hui réhabilité, socio-criticien peut-être, je regarde mon collègue Pierre, socio-criticien avant la lettre. Enfoncé, Lançon, proclamé Aragon dans le traité du style. Et vous savez bien que ça n'a pas empêché, avec André Breton, de contribuer magistralement à l'histoire littéraire en travaillant à édifier les collections de manuscrits et d'autographes de Jacques Doucet. Ce qui est aujourd'hui, comme vous le savez, le saint des saints pour les chercheurs de la modernité du 1er XXe siècle. Je ne vous apprends pas, évidemment, qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles que ça, sont devenues des alliés incontournables de l'histoire littéraire. Alors qu'il me suffise d'évoquer des entreprises que vous connaissez très bien, comme l'ITEM. Donc là, les avant-textes de l'Institut des textes et manuscrits modernes, les avant-textes qui sont passés dans toutes les machines les plus sophistiquées, donc la génétique des textes, ce qui est devenu le bras armé pour une bonne partie de l'histoire littéraire. Sans oublier quelque chose comme ce qu'on peut appeler une erreur féconde, celle du TLF,
qui est devenu le American Treasury of the French Language, donc quelque chose qui était une entreprise de lexicographie et qui était en fait devenue une des premières bases de données textuelles exploitables. Et puis alors, je ne vais pas vous citer tous les sites flaubertiens, alsaciens, proustiens, souvent concurrents d'ailleurs. Il y a tout un pittoresque universitaire derrière ça. Mais enfin, bon, bref, tous ces sites qui sont à la pointe de l'informatique. Et puis, vous connaissez tous l'IMEC pour les 20e, l'IMEC des études sur les contemporains. Et puis, ici même, dans notre chaire d'humanité numérique, je salue Marcello, qui est en ligne quelque part à Paris pour un colloque très sérieux. Donc, notre chaire, qui est évidemment l'une des dernières incarnations aujourd'hui, salut Servan, une dernière incarnation de cette nouvelle réalité. Du passé, faisons table rase. Ça va faire vibrer Marc Angenot. Du passé, faisons table rase. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on chantait sur les barricades littéraires dans les années 60, avec les paroles qu'on empruntait à l'international. Je ne vais pas vous la faire chanter, mais la révolution, au fond, elle n'était pas là où on la croyait. Au lieu de s'épanouir dans la destruction, elle s'est découverte dans la reconstruction, en s'associant aux pensées les plus novatrices pour réinventer notre appréhension du passé, depuis les cultural studies jusqu'aux études féministes, voire à la critique littéraire, très à la mode dans certains micro-milieux aujourd'hui, la critique littéraire neurobiologique. Je vous en parlerai si ça vous amuse. Voilà, ceci c'est donc très important. Et puis, que dire changement d'échelle pour cause d'arrivée des big data. On pourrait dire, en parodiant un poète, que le passé croît. Jusqu'à notre époque, l'avenir était infiniment plus vaste que le passé. Et là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous savons quel changement de perspective a pu induire quelqu'un comme Moretti avec les distance reading, par exemple, avec son utilisation des graphes. Alors, vous savez quelle découverte nous pouvons faire, nous, tout simplement, avec notre petit ordinateur, en appliquant Ngram Viewer, par exemple. Ça met des big data à notre portée. Ceci, ça veut dire que j'en sais plus sur Flaubert aujourd'hui, que lui-même n'en a jamais su. Pourtant, il a essayé. Flaubert. Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, tout Flaubert, ou à peu près tout Flaubert, est en ligne, y compris sa correspondance depuis quelques semaines, complète. Donc le passé, on peut le considérer de ce point de vue comme une espèce de ressource naturelle, mais à condition qu'elle soit sans cesse retravaillée par les nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, il faut bien les entendre à la fois comme conceptuelles, autant que techniques. Ceci au risque de la surcharge cognitive, vous savez, overload, que certains réfléchissent. La revue Substance nous a parlé, a consacré tout un dossier à ça il n'y a pas très très longtemps. Mais les inventeurs sont toujours là et ils sont toujours féconds. Comme l'un des pionniers à qui nous devons beaucoup, y compris beaucoup d'heures perdues, comme Linné au XVIIIe siècle, c'est à lui que nous devons l'invention géniale mais épouvantable de la fiche. Vous savez, on a tous utilisé à un certain moment, pas les plus jeunes bien sûr, mais on a tous utilisé les fiches et les fichiers. Linné, il a inventé ça, la petite fiche cartonnée, parce qu'il en avait besoin pour s'y retrouver dans le fouillis effrayant du monde naturel, parce que tous ses correspondants, ils envoyaient des échantillons, etc. Il ne savait plus comment faire. Donc il avait besoin de quelque chose pour classer tout ça. Et en classant, bien sûr, il faisait un travail intellectuel qui lui a permis de comprendre ce monde naturel. Pas juste le mettre en fiche, mais le comprendre. Alors notre monde à nous, c'est un monde culturel, qui n'est pas le monde naturel, en tout cas pas de la même façon, mais nous avons à faire face exactement aux mêmes défis que ceux des créateurs, des grandes étapes de nos disciplines. Puisque j'évoque Flaubert, j'ajouterais que le travail mémoriel de l'histoire littéraire n'acquiert toute sa portée que s'il est en même temps en quête sur les savoirs et avec les savoirs.
c'est l'une des leçons de Bouvard et Pécuchet, qu'on lit beaucoup plus aujourd'hui que Madame Bovary, bien sûr. Et c'est ce que, moi, de façon plus modeste, évidemment, j'ai essayé de promouvoir sous l'appellation d'épistémocritique, qu'on a utilisé tout à l'heure. Ce que j'entends par là, c'est une attitude, beaucoup plus qu'une théorie ou une méthode. Même si je constate avec certain plaisir, là je fais encore un peu de publicité, que la notion a désormais droit de citer, droit d'être cité, dans des recherches très diverses. Il y a des revues, des dictionnaires, des encyclopédies. Le portail du même nom, que j'ai créé je ne sais plus quand, fonctionne très bien et a de plus en plus d'audience, qui pour moi est évidemment un signe encourageant. Mais les savoirs dont la connaissance nous éclaire sur les œuvres, sur leur travail cognitif, ces savoirs ne sont pas seulement ceux du passé. Il ne faudrait pas penser qu'on ne peut comprendre quelque chose à Bouvard et Pécuchet qu'en se documentant sur les savoirs du XIXe siècle. Il me paraît beaucoup plus important encore, pour les littéraires que nous sommes, d'ignorer le moins possible, vous voyez, j'essaie de trouver une formulation qui ménage certaines chèvres, certains choux. Essayer d'ignorer le moins possible les savoirs de notre propre temps. Alors là, je me réfère à des autorités, à des gens dont j'admire le travail, comme Judith Schlanger, Isabelle Stengers, Pierre Macheret, Jean-Marc Lévy-Leblond, etc., beaucoup d'autres, qui ont bien montré tout ce que suscite de novation la circulation des idées, des figures, des concepts entre les disciplines qu'elles contribuent à sans cesse reformater. Mes premières orientations étaient plutôt vers les sciences, puis j'ai bifurqué, mais vous voyez que je ne les ai pas oubliées en choisissant finalement les lettres. Et dans cet esprit, il me semble que nous avons à faire un effort de ce que j'appellerais de pêche cognitive, pour aller trouver des modèles épistémologiques qui nous rapportent de l'inconnu. On en a parlé tout à l'heure. Des problèmes non encore pensés. C'est ce qu'a fait, parmi un certain nombre d'autres, mais de manière exemplaire, quelqu'un comme Michel Serres, par exemple, en lisant Jules Verne ou Zola, ou des plus contemporains. Pourquoi ne ferions-nous pas une exploration du même genre en tentant d'imaginer ce que nous pourrions penser de neuf en important des concepts qui nous paraissent tout à fait exotiques, mais qui sont extraordinairement stimulants. Les mathématiques, la physique, l'informatique regorgent de créations intellectuelles absolument passionnantes, où nous pouvons puiser. Tenter de comprendre, par exemple, ce qu'est vraiment un réseau pour la topologie, alors qu'on utilise beaucoup le terme nous-mêmes, et pourquoi pas une bitcoin ou le blockchain. Et là, je fais un clin d'œil à mon fils Laurent, qui est l'un des gourous du blockchain, qui a essayé de m'expliquer, mais que je n'ai pas encore compris. Je ne désespère pas. Donc voilà une tâche critique prometteuse, je crois, de vision encore à venir. Sans oublier, il faudrait ajouter beaucoup de choses, mais sans oublier des courants très minoritaires, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, de l'histoire littéraire cognitive, ou des théories expérimentales sur l'empathie, voire le néo-darwinisme neurobiologique. Il y a des littéraires qui travaillent très sérieusement, très marginalement, mais très sérieusement, à partir de ça, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe dans la littérature et dans notre rapport à la littérature. Autrement dit, il faut lire l'histoire littéraire, vous l'avez compris, mais, comme je l'ai dit, encore mieux, il faut s'y abonner, mais il faut aussi lire autre chose, comme la recherche, pourquoi pas. Je pense que c'est largement aussi stimulant pour les littéraires. L'important pour moi, il est dans ce mot que j'ai prononcé, l'inconnu, et sur lequel, effectivement, j'ai fait mon dernier séminaire cette saison. Il n'y a de la connaissance que parce qu'il y a de l'inconnu. Les livres forment une bibliothèque à la fois achevée, on ne peut pas ajouter des livres au passé, on peut seulement redécouvrir. Donc, les livres forment une bibliothèque qui est à la fois achevée, mais inachevable en même temps, puisque tout continue, et que Babel reste notre horizon. Le passé et l'avenir sont les deux inconnus qui nous sollicitent conjointement. Où nous retrouvons les livres
que nous n'avons jamais quitté, hein, puisque le livre demeure ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un truchement entre le passé et l'avenir. Et nous, hein, nous sommes quoi? Une sorte d'équilibristes hein, sur le fil du présent. Donc pourquoi alors étudier aujourd'hui le passé? C'est entre autres parce que le présent a la bonne ou la mauvaise habitude de se transformer immédiatement en passé, y compris le plus contemporain. Donc le passé, je reprends un peu le questionnement que je vous ai proposé, le passé n'a pas toujours eu de l'avenir, mais il est aujourd'hui peut-être ce qui a le plus d'avenir. Et ceci, c'est parce que notre domaine est devenu et deviendra de plus en plus ce qu'on pourrait appeler un condominium cognitif. Pardon pour des formulations pareilles, mais bon, j'en profite. Bon, ce qui fait de nous des individus pleinement d'aujourd'hui, hein, alors j'essaie de retrouver ma dernière page, ou quasi-dernière page, j'espère qu'elle n'a pas disparu, ce n'est pas l'attachement passéiste à des objets et des valeurs révolues. Nous ne sommes pas collectivement une anomalie anachronique, une espèce condamnée à la disparition, comme certains mélancoliques le prophétisent, hein, du gouvernement. Nous sommes en fait les occupants d'une position éminemment stratégique, puisque en étant attentifs à l'étrangeté sans cesse retrouvée du passé, hein, nous façonnons sans cesse de l'avenir. Je dis nous, hein, mais je devrais être un peu plus concret, car la question de l'avenir se pose de manière tout autrement qu'intellectuelle à ceux que nous prétendons former et guider dans leur devenir, c'est-à-dire nos étudiants. C'est donc à eux que je voudrais, il y en a quelques-uns ici, c'est donc à eux que je voudrais adresser quelques mots pour finir, en reprenant un mot que j'aime beaucoup de mon ami Alain Chevrier, pour penser aux jeunes gens, ceci c'est pour penser aux jeunes gens qui ne voient pas de futur dans l'avenir. Enfin, il faut les convaincre du contraire. Aujourd'hui, hein, leur parcours est tout en virtualité imprévisible. Hein, et ça a tout, pour rester dans le domaine un peu épistémocritique, ça a tout d'une algorithmique. Vous savez, comme tentent d'en configurer les concepteurs d'applications pour les itinéraires en métro. C'est une chose terrifiante. C'est vraiment extraordinairement difficile. Là, c'est à ça qu'ils sont confrontés. Parce qu'il y a une algorithmique non moins problématique pour qui décide de s'engager dans de longues études littéraires. Elles sont devenues de plus en plus longues, malheureusement. Du passé des œuvres au présent de l'institution et à son propre avenir. Hein, comment commencer une carrière et ne pas savoir où l'on va, et encore moins, évidemment, où l'on va aboutir. La seule réponse à ces incertitudes, c'est bien sûr qu'il faut inventer son propre chemin. Là, je fais un peu la leçon, hein, vous m'excusez. C'est qu'il faut inventer son propre chemin. Ne pas hésiter à creuser sa différence, à inventer, à créer. Pour avoir vu s'épanouir au cours des années tellement d'esprits originaux qui, à leur tour, ont mis au jour tant de connaissances inattendues et façonné tant d'idées fécondes, je sais que je peux partir tranquille. Je ne serai donc pas saisi par la délectation morose et le remâchement amer des déclinistes. Non, ce n'est pas pour moi. Le passé et l'avenir sont en de bonnes mains, en d'excellentes mains. C'est donc avec cette conviction que je vais tenter de profiter au mieux de mon sabbatique perpétuel. Hein. Les étudiants me manqueront, c'est évident, hein. Et même les collègues. Mais vous voyez que je suis bien convaincu qu'il existe une vie après et hors de l'université, et j'espère que nous nous y croiserons souvent. Je vous remercie. Merci beaucoup Michel, merci à tous. Vous êtes invités donc maintenant à partager le verre de l'amitié avec Michel.
Vous êtes tous les bienvenus. Donc, le cocktail sera servi dans quelques instants. Oui.